Bonjour tout le monde. Merci vraiment de m'avoir accueilli. Je m'appelle Mélissa Généreux. Merci Caroline aussi pour la belle introduction. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager, à mon avis, l'enjeu de santé publique le plus important. Et je dis à mon avis, mais c'est évidemment bien partagé par l'ensemble du réseau de santé publique. Donc, au cours de la présentation, ce qu'on va voir, c'est d'abord essayer de mieux comprendre comment notre population ici au Québec répond sur le plan psychologique aux différentes crises et catastrophes auxquelles on fait face en ce moment. On parle des changements climatiques, de la pandémie, guerre en Ukraine, entre autres. Et je ne vais pas vous laisser seulement sur des problématiques, mais voir un peu, une fois qu'on est conscient de ça, comment on peut essayer de s'ajuster comme société en termes de principes de base et d'action pour favoriser le rétablissement de notre population. Donc, la réponse psychologique aux crises et catastrophes, je vous dirais qu'on peut peut-être positionner tout ça dans un contexte de mondialisation. Évidemment, la mondialisation, c'est pas de cette année que c'est apparu, mais je vous dirais qu'on en sent peut-être un peu plus les effets là, depuis quelques années. Pourquoi? Parce que qui dit mondialisation dit plusieurs enjeux de santé publique en ce sens que tout circule plus rapidement. On l'a vu évidemment avec la pandémie, les pathogènes circulent rapidement d'un pays à l'autre, ce qui peut causer la pandémie de COVID-19 et bien d'autres problèmes de maladies infectieuses. L'information circule super rapidement. On a parlé d'infodémie pendant la pandémie, donc la surexposition à l'information, tantôt vraie, tantôt fausse. Ça aussi, ça fait des ravages. Beaucoup aussi de circulation des échanges, ce qui amène à de la surconsommation, émissions de gaz à effet de serre, donc changement climatique, les finances, les tensions entre les pays, donc la guerre en Ukraine est vraiment un bon exemple, et finalement, une circulation plus rapide des personnes, ce qui fait en sorte qu'on a davantage de migration, des réfugiés, des immigrants, et on peut voir aussi que ça mène à certaines tensions, là, notamment le racisme systémique dont on a beaucoup parlé cette année. Donc, il y a plusieurs bonnes choses avec la mondialisation, mais aussi certains risques. Et tout ça nous amène à justement un risque accru de faire face à différentes crises et j'oserais même appeler ça des catastrophes. Pourquoi? Vous allez peut-être trouver que le terme catastrophe est assez majeur ici, mais c'est vraiment la traduction de disaster et la façon dont on le conçoit dans la littérature scientifique, c'est qu'une catastrophe, c'est tout type d'événement qui vient perturber l'environnement humain de manière à ce que ça vient excéder notre capacité de fonctionner normalement. Donc là, ça allume peut-être une cloche comme quoi on a vécu plusieurs catastrophes récemment au Québec ou ailleurs dans le monde. La première que j'ai personnellement expérimentée, là, malheureusement, c'est la tragédie de Lac-Mégantic. On va y revenir tantôt en 2013. Une catastrophe, ça peut être tout aussi bien les feux de forêt qu'on a connus à Fort McMurray en 2016 qui ont été ravageurs. On a aussi parlé des inondations printanières de 2019, mais aussi 2017 dans plein de régions du Québec qui ont évidemment perturbé grand nombre de citoyens. On a la fameuse pandémie dont on commence à peine à sortir, qui est venue bouleverser l'ensemble de nos vies. Et comme je parlais tantôt, la guerre en Ukraine, même si c'est pas ici en sol québécois, on le voit, on est exposé à des grandes quantités d'informations et ça amène aussi son lot d'inquiétudes. Et ce qui est vraiment important, et j'adore cette courbe-là, là, je vous invite vraiment à prendre la peine de bien la scruter. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est une courbe qui dit que peu importe le type de catastrophe à laquelle on est exposé comme citoyen, mais aussi comme population, on peut avoir des hauts et des bas au niveau des réactions émotionnelles. Et peut-être étonnamment, je ne sais pas pour vous, mais la plupart des gens vont penser que c'est dans les premières semaines suivant l'exposition à une catastrophe que les réactions négatives vont être les plus grandes, les plus importantes, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Au début, puis on peut se rappeler avec la pandémie, on voit plus une phase de mobilisation, une phase héroïque et même de lune de miel. Donc, on se rappellera des fameux arcs-en-ciel ou des hashtags « ça va bien aller ». Ce genre de mouvement-là, c'est un peu épuisé avec les semaines, les mois. Les gens ont commencé à être un peu plus désillusionnés, à faire l'inventaire de toutes les pertes, tous les stress qu'on avait encaissés. Et là, oups, d'autres mauvaises nouvelles arrivent et réarrivent, si bien que les impacts négatifs au niveau psychologique peuvent habituellement se faire sentir pendant toute une année et même un petit peu plus qu'une année après la fin de l'événement. Et là, il faut se rappeler que pour la pandémie, on peut dire qu'on est vers la fin de l'événement, même si c'est pas tout à fait fini. Donc, on entame une période de rétablissement ou de reconstruction, un nouveau départ, autrement dit, qui lui aussi peut prendre un certain temps. Il va falloir être patient, autrement dit. Et pourquoi aussi je dis qu'on doit être patient, c'est qu'on a tendance à penser aux facteurs de stress qui peuvent nuire à la santé psychologique au niveau primaire. Donc, ce qui arrive vraiment
au moment de l'événement, les pertes financières, pertes d'emploi, la peur du virus, etc. Mais ensuite, il ne faut pas aussi sous-estimer le fait qu'il y a des stresseurs secondaires. Donc, des stresseurs secondaires, c'est ce qui va arriver une fois que l'événement est terminé. Ce sont des stresseurs du genre comment on veut se rétablir, comment on veut se définir comme société. Est-ce qu'on garde le télétravail ou pas? Est-ce qu'on est capable de répondre à toutes les séquelles psychologiques qu'on observe chez nos jeunes? Donc, tout ça mène aussi à un certain lot de stress qui perdure dans le temps. Et finalement, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'à chaque année, on va avoir des réactions anniversaires qui peuvent aussi ajouter une quantité de stress. Il y a aussi, je pense, un concept important à avoir en tête, c'est que lorsqu'on parle de crise, de catastrophe, on a souvent tendance à penser aux victimes directes de ces événements-là. Par exemple, pour la COVID, ceux qui ont eu la COVID, ceux qui ont été pris dans des éclosions, qui ont été mis en isolement ou en quarantaine. Mais ça va beaucoup plus large que ça. Il y a les victimes, on va dire secondaires, tous ceux qui sont les proches de ces victimes premières-là, qui ont pu eux aussi vivre un stress par ricochet. Il y a les victimes tertiaires, donc tous les intervenants, les bénévoles, les proches de ces intervenants-là qui ont eu à travailler sur le terrain pour lutter contre la crise. Et là, je pense qu'on peut, entre autres, faire un petit clin d'œil aux travailleurs de la santé qui n'ont pas nécessairement eu facile, les travailleurs du domaine communautaire, de l'éducation et j'en passe. Et finalement, il y a le concept de victime périphérique. Et ça, c'est super important parce que finalement, c'est de dire que toute la communauté, d'une certaine manière, peut être affectée lorsqu'elle est exposée à une catastrophe ou à une crise, même si elle ne figure pas dans le lot des victimes primaires, secondaires ou tertiaires. Et dans un contexte de crise mondiale, malheureusement, ça équivaut à dire que tout le monde, on est exposé, que ce soit par les nouvelles, par l'information qui circule sur les réseaux sociaux ou parce qu'on entend de nos proches ou ce qu'on vit dans notre quotidien. Et dernier point là, par rapport un peu aux généralités sur la santé psychologique en temps de crise, c'est qu'on peut naturellement penser au stress post-traumatique comme étant la conséquence la plus facile à identifier. Puis effectivement, si on est exposé à quelque chose de très traumatisant, très stressant, on peut développer des symptômes de stress post-traumatique. Mais ce qui arrive encore plus fréquemment et qu'on a tendance à sous-estimer, c'est tout ce qui s'appelle détresse psychologique, anxiété, dépression, idées suicidaires. On va aussi noter une différence dans la consommation de substances, alcool, drogue, lorsque les gens sont exposés à des grandes quantités de stress. Et aussi, super intéressant, des symptômes somatiques. Donc, des gens qui vont dire, ça va correct, là, je fais pas d'anxiété ou de dépression, mais vont plutôt développer des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos qui sont pas vraiment explicables par un problème de santé physique, mais qui viennent inévitablement gâcher aussi la qualité de vie et qui sont, au fond, attribuables plutôt à un stress psychologique. Donc, une fois que ces généralités-là sont dites, je trouvais important de mettre la table pour vous présenter maintenant les observations qu'on a fait ici même en sol québécois. Donc, je vais parler d'abord et avant tout de la pandémie parce qu'on l'a vraiment, vraiment bien étudié ces 2 dernières années. Et ensuite, j'irai vers les changements climatiques. Ça aussi, on commence à avoir des données très récentes et complémentaires. Il faut avoir un portrait plus global de ce qui se passe dans la tête de notre population québécoise. Donc, juste une petite particularité ici, quand je parle de catastrophe, c'est une chose. La pandémie, c'est un type de catastrophe, mais qui a eu quand même la particularité qu'elle se déclinait en 2 grandes crises parallèles. Donc, la crise du virus et la crise de l'information, donc la pandémie et l'infodémie. Et ces 2 éléments-là ensemble ont amené cette conjoncture-là là, de stress vraiment important, de frustration, d'incompréhension chez plusieurs personnes. Donc, à ça, je dirais, la deuxième particularité, c'est que la fameuse courbe que je vous montrais tantôt, on rajoute ici l'effet de la fatigue pandémique, parce que vous comprenez que d'être exposé à une menace qui perdure pendant 2 ans, plutôt que d'être exposé à un feu ou à une explosion aiguë comme les autres types de catastrophes qu'on a vues, ça épuise. Puis le fait d'être exposé pendant 2 ans à autant d'informations et de mésinformations, ça épuise aussi et c'est ce qu'on appelle la fatigue pandémique. Donc, il y a vraiment cette conjoncture-là de troubles psychologiques typiquement associés aux catastrophes qu'on anticipait qui allaient apparaître avec la pandémie. Et à ça s'ajoute aussi l'autre phénomène de fatigue pandémique là, qui est plus spécifique à la pandémie qu'aux autres crises. Donc, notre enquête, évidemment, je ne vous montrerai pas toutes les données qu'on a pu collecter depuis 2 ans, mais on en a fait des prises de mesures, si on veut, dans le temps. Dès avril 2020, on a commencé à sonder des gens, puis on n'a jamais arrêté jusqu'en octobre 2021. Si je me concentre sur les enquêtes qu'on a fait en sol québécois, on en a fait une en septembre 2020, novembre 2020, ensuite en 2021, février, juin,
et octobre 2021. Donc, c'est quand même 5 points de mesure différents qu'on a dans le temps. Et à chaque fois, on parle des 18 ans ou plus qui ont répondu avec un panel web. Donc, on pouvait les sonder beaucoup de gens en même temps par le fait qu'ils étaient déjà préinscrits dans un panel web. Et à chaque fois, on parle de grands échantillons d'environ 10 000 personnes à chaque fois. Juste pour préciser ici, on parle d'échantillons différents, donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont été suivies à travers le temps. Si je vous dresse peut-être l'image qui explique un peu l'évolution de notre santé psychologique pendant la pandémie, en lien avec les 4 vagues là, qui ont les vagues de COVID là, qui ont concordé avec nos différentes phases de collecte de données. Ce qu'on voit, si on y va avec la ligne verte, les idées suicidaires sérieuses, on a carrément demandé aux gens, au cours des 12 derniers mois, avez-vous songé sérieusement à vous suicider? Et ça, il faut savoir qu'avant la pandémie, on était un petit peu en bas de 3% de la population adulte qui répondait à l'affirmative à cette question-là, alors que maintenant, on est plutôt autour des 6,4%, donc ça a littéralement doublé. Ensuite, on voit que autant les symptômes d'anxiété que les symptômes de dépression, ça c'est utilisé, on prend des échelles de mesures qui ont été validées internationalement. Ça nous permet de distinguer ceux qui ont des symptômes modérés à sévères de ceux qui ont peu ou pas de symptômes d'anxiété, dépression. Et bref, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où on se parle, là, on est autour de 13% de la population qui rapporterait des symptômes modérés à sévères d'anxiété, 17% des symptômes modérés à sévères de dépression. Et si je cumule les deux, à peu près un adulte sur 5 qui aurait soit des symptômes d'anxiété ou des symptômes de dépression probables. Et encore une fois, comparativement aux données qu'on peut avoir avant la pandémie, il va de soi que les niveaux qu'on observe en ce moment sont beaucoup plus élevés. Je ne lirai pas toutes les statistiques, mais je voulais quand même que vous voyez selon vos régions un peu où on se situe au niveau de la santé psychologique. Je vous dirais que ce qui attire surtout mon attention sur ce tableau-là, c'est le fait qu'à Montréal, et c'était comme ça en octobre 2021, mais c'était la même chose tout au long de la pandémie, c'est vraiment à Montréal qu'on observe les niveaux d'anxiété et de dépression et même d'idées suicidaires les plus élevés. Donc, quand vous voyez un petit plus, c'est que c'est statistiquement significatif. Là, donc, c'est plus élevé par rapport au reste du Québec. Donc, peut-être en une phrase, à Montréal, c'est une personne sur 4 en octobre 2021 qui rapportait des symptômes modérés à sévères, soit d'anxiété, soit de dépression, ce qui est évidemment énorme. Je veux aussi mettre en lumière le fait que tous ne sont pas égaux selon l'âge là, dans notre réponse psychologique à la pandémie. Et évidemment, ici, en fait, je dis à la pandémie, mais un peu l'état d'esprit de nos gens en pleine pandémie. Je ne dis pas que c'est entièrement attribuable à la pandémie, ceci étant dit. Mais ce qu'on voit, c'est que nos 18-24 ans, là, c'est 42% d'entre eux qui rapportent des symptômes compatibles avec l'anxiété ou de la dépression. Et on voit que ça diminue progressivement là, au fur et à mesure que les gens vieillissent. Même son de cloche pour les idées suicidaires sérieuses, là, c'est quand même assez inquiétant de voir que 11% des 18 à 24 ans rapportent avoir songé sérieusement à se suicider dans les 12 derniers mois. Et une autre chose que je trouve quand même assez inquiétante, c'est qu'on se dit devant autant de gens qui rapportent des symptômes d'anxiété, de dépression, est-ce que toutes ces personnes-là sont en contact avec le réseau de la santé? Et malheureusement, la réponse est non. Quand on demande aux gens qui souffrent d'anxiété ou de dépression, avez-vous, dans les 12 derniers mois, avez-vous consulté un professionnel de la santé pour votre santé psychologique? Il y en a seulement 36%, donc à peu près 1 sur 3 qui nous dit oui, j'ai consulté pour ma santé psychologique, là, que ce soit un médecin de famille, un psychologue, un travailleur social, un psychiatre, une ligne de soutien style 811 Info Sociale ou une infirmière. Donc, on voit que il y a quand même 2 personnes sur 3 qui semblent avoir un cumul de symptômes importants, mais qui, malgré ça, ne consultent pas. Et je reviens un peu sur la question de la fatigue pandémique. Ça aussi, on l'a mesuré avec une autre échelle de mesure. La fatigue pandémique, c'est pas nécessairement une maladie, mais c'est quand même un cumul de symptômes qui montrent qu'on est épuisé d'entendre parler de ça, épuisé de se forcer, épuisé d'avoir la pandémie dans nos vies, ce qui est relativement logique. Mais en octobre 2021, disons que la moitié des gens atteignaient un certain seuil là, qui montrait vraiment là, qu'ils souffraient de fatigue pandémique. Et encore une fois, les groupes les plus touchés, c'était les jeunes adultes, mais aussi, je tiens à souligner les étudiants, les parents de jeunes enfants et les personnes un petit peu moins éduquées ou en milieu rural. Donc, ça fait un petit peu le tour pour le volet pandémie. Là, s'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent en savoir plus, nos travaux sont aussi disponibles en ligne.
Et là, je me dis, bon, tu sais, je sais pas parce que je vais être prophète de malheur ou que je veux en rajouter un peu plus dans le lot des problèmes de santé mentale en ce moment au Québec, mais au sortir de la pandémie, les choses ne vont pas si bien que ça. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, on nous parlait ça m'a marqué un peu cette phrase-là de dire, selon le rapport du GIEC, le groupe international d'experts en changement climatique, si on corrige pas la situation d'ici les 3 prochaines années, le monde sera peut-être pas viable au long terme. Tu sais, tu dis, bon, ça, c'est quand même aussi en soi assez anxiogène. Donc, on voulait voir un peu et on a, à travers la même enquête que je vous présentais, on a voulu sonder les gens sur un peu le niveau de menace qu'ils perçoivent en lien avec la pandémie d'une part et les changements climatiques d'autre part. Et c'est super intéressant parce qu'on voit que nos jeunes, qui sont déjà quand même durement touchés en temps de pandémie, ben sont encore plus inquiets des changements climatiques que de la pandémie pour eux ou pour leur famille. Donc, ils perçoivent que c'est une menace encore plus importante. Et on voit qu'il y a vraiment un effet de génération parce que chez nos personnes plus âgées, mettons les 65 ans ou plus, c'est l'inverse. La proportion qui considère que la pandémie, c'est une menace élevée, elle est plus grande que la proportion des aînés qui perçoivent les changements climatiques comme étant une menace élevée. Et on a voulu voir est-ce que ça peut se répercuter par un autre enjeu qui s'appelle l'éco-anxiété. Donc, vous allez voir que la réponse est oui. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, encore une fois, c'est un peu comme la fatigue pandémique. C'est pas nécessairement une maladie, mais c'est quelque chose qu'on doit suivre de près. Donc, dans le fond, c'est un spectre quand même assez large de différentes réponses psychologiques et aussi sur le plan émotionnel qu'on va avoir face à la menace qui est posée par la dégradation de l'environnement et par les changements climatiques. Donc, avoir un peu d'éco-anxiété, c'est pas nécessairement mauvais. Ça peut mener à des réactions adaptées du genre je m'engage dans des comportements pro-environnementaux, mais ça peut aussi nous mener à des comportements ou des réactions plus mésadaptées comme je fais de l'évitement parce que ça me rend trop anxieux ou je me surinvestis à un niveau qui est peut-être plus malsain. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, avec une équipe de chercheurs, on a identifié 10 items ou 10 manifestations d'éco-anxiété. Certains qui sont plus au niveau des émotions, d'autres qui sont plus au niveau de difficulté à fonctionner ou un peu de la rumination, le pas être capable d'arrêter d'y penser, ou finalement certains qui sont plus des inquiétudes existentielles sur le futur de l'humanité. Et ce qu'on voit, c'est quand même assez frappant, c'est que chez nos 18-24 ans, toujours le même groupe un petit peu plus touché sur différents aspects, là, c'est 1 sur 2 qui nous dit que dans les 2 dernières semaines, qu'il a ressenti de façon soutenue au moins l'une de ces 10 manifestations-là. Et la manifestation qui est la plus fréquemment rapportée par nos jeunes, mais aussi par nos adultes de tous âges, c'est le fait de se dire inquiet à propos du futur de l'humanité. Donc, juste ça, là, 32 % de nos jeunes disent de façon soutenue dans les 2 dernières semaines avoir ressenti qu'ils étaient inquiets à propos du futur de l'humanité. Comme je dis, un peu, c'est correct. Quand c'est trop et c'est envahissant, paralysant, évidemment, ça s'ajoute à la charge mentale que nos jeunes vivent. Donc, justement, dernier point en termes de mesures qu'on a pu prendre à travers des enquêtes depuis 2 ans, on a voulu voir tout ça confondu, là, comment se portent nos jeunes. Puis pas juste nos 18-24 ans, on se disait, si ça va pas si bien pour les 18-24 ans, il y a quand même des bonnes raisons de croire que même nos 12-17, par exemple, vont pas si bien. Donc, ce qu'on a fait, et ça, c'est très récent, c'est qu'on a fait une enquête dans 106 établissements scolaires un petit peu partout au Québec, pas partout, mais dans 4 régions, l'Estrie, la Mauricie, Centre du Québec, les Laurentides et la Montérégie. Si bien qu'on a réussi à rejoindre 33 000 jeunes âgés de 12 à 25 ans qui avaient tous comme condition là, d'être étudiants ou élèves dans l'un des établissements participants. Et tout ça s'est fait là, entre le 17 janvier et 4 février, un petit questionnaire en ligne envoyé directement dans les écoles, puis ensuite aux étudiants. Tout ça de façon évidemment volontaire et anonyme. Le rapport est en ligne aussi, là, c'est assez. On pourra vous partager si vous voulez plus tard, mais un peu malheureusement, c'est venu confirmer nos impressions que nos jeunes, même nos plus jeunes, sont nombreux à rapporter des symptômes d'anxiété, de dépression. Là, si je prends la même échelle de mesure que tantôt, ce qu'on constate, c'est qu'à partir d'à peu près l'âge de 16 ans, c'est la moitié de nos jeunes qui rapportent souffrir de symptômes modérés à sévères, soit d'anxiété, soit de dépression, et ensuite ça continue quand même à augmenter un petit peu.
On voit aussi, et ça c'est très important, qu'il y a des grands écarts selon le genre. Donc, nos jeunes hommes sont affectés, mais jamais autant que nos jeunes filles, surtout au secondaire. Ben, en fait, même aussi au cégep à l'université, on est à peu près à 6 jeunes filles, jeunes femmes sur 10 qui rapportent des symptômes d'anxiété, de dépression. Et vous voyez aussi la colonne en vert. Ce sont nos jeunes qui ne s'identifient ni comme un garçon ni comme une fille, donc transgenre ou non-binaire. Et là, les proportions d'anxiété, de dépression sont, je suis sans mots, là, atteignent vraiment des niveaux très, très inquiétants. Et on a voulu creuser plus spécifiquement la question des idées noires. Donc ici, on n'est pas nécessairement dans les idées suicidaires, mais vraiment la question qu'on demande aux jeunes, c'est au cours des 2 dernières semaines, est-ce que tu as pensé que tu serais mieux mort ou as-tu pensé à te faire du mal? Donc, dès qu'un jeune nous disait oui, c'est arrivé quelques fois ou plusieurs fois, on le compte dans la statistique. Et ce qu'on voit, c'est que peu importe le groupe d'âge dans lequel on se trouve, on est à peu près à 1 jeune sur 4, 1 sur 4 qui nous dit oui, les 2 dernières semaines, j'ai pensé que je serais mieux mort. Je ne sais pas pour vous, là, mais ça me bouleverse à chaque fois que je le dis. Je me dis 1 sur 4, quand on se met à regarder autour de chez nous, pour des 12-25 ans, ça commence à faire pas mal de monde. Et encore une fois, surtout au secondaire, là, on voit des grands écarts selon qu'on parle de jeunes hommes ou de jeunes femmes. On a aussi voulu questionner l'optimiste. Je me suis dit peut-être qu'on va trouver qu'on a plein de jeunes optimistes par rapport à leur futur. Bon, et malheureusement, on a eu un peu de difficulté où j'ai été assez déçue parce que on s'est rendu compte que selon différentes questions du genre dans la vie, je suis confiant que plus de bonnes choses s'en viennent pour moi que de mauvaises. Donc, vous voyez un peu le genre de questions. On s'est rendu compte en calculant le score que c'est à peu près 2 jeunes sur 3 qui sont pessimiste, ou on peut dire niveau d'optimisme quand même assez faible selon des échelles validées en psychologie. Autant garçon, fille, autre identité de genre, là, c'est assez répandu, ce niveau de pessimiste-là. Qui, quand on fait le lien avec les autres données, ben c'est un peu cohérent avec le fait que devant toutes ces crises-là, tous ces grands enjeux, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que nos jeunes pensent que de plus de belles choses s'en viennent que de mauvaises? Et pour terminer sur la section des données, je tiens d'ailleurs à remercier le TELUS de nous avoir fourni ces données-là. Là, je pense que ça fait un beau corollaire. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes de taux de consommation d'antidépresseurs? Logiquement, on peut penser que ça va suivre un peu les mêmes tendances qu'on a pu observer dans nos données. Et donc, cette première diapo-là, ce qu'on voit, c'est qu'on y va par groupe d'âge. Parmi tous les assurés TELUS, là, je pense qu'on est à 1,7 million au Québec en 2021. On distingue que finalement, le taux de consommation d'antidépresseurs, tout âge confondu, en excluant les 65 ans ou plus là, qui ne sont pas assurés par TELUS. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que chez les femmes, c'est presque 9 qui vont, quelque part en 2021, consommer des antidépresseurs et à peu près la moitié moins chez nos hommes. Donc, déjà, c'est énorme. Et on voit un peu un effet d'âge. Là, j'ai pas montré les 0-9 ans parce que, fort heureusement, c'était très, très faible chez les 0-9 ans. Mais on voit sinon qu'il y a un crescendo là, jusqu'à l'âge de 50-59 ans, notamment chez les femmes, où là, on atteint un pic de plus que 14 là, de consommation d'antidépresseurs. On pourrait se dire c'est curieux, ça suit pas tout à fait les données comme quoi c'est nos jeunes adultes qui sont davantage touchés. Moi, ce que je pense, c'est que vous voyez ici, quand on regarde plutôt l'angle de à quel point il y a eu un changement ou un écart dans le taux de consommation d'antidépresseurs entre 2021 et 2019. Mais premièrement, on voit que peu importe les gars, les filles et peu importe les groupes d'âge, il y a toujours eu un écart positif. Donc, tous ces groupes-là consomment plus de médicaments d'antidépresseurs en 2021 comparativement en 2019. Mais on voit que c'est vraiment chez nos jeunes adultes et tout particulièrement chez nos jeunes femmes qu'il y a eu une hausse la plus importante de consommation d'antidépresseurs. Donc, quand même du 25-30 chez les moins de 30 ans, femmes ou filles, et peut-être autour de 15-20 chez nos garçons ou hommes plus jeunes, on voit quand même là, que ça corrèle très, très bien avec toutes les données que je vous ai montrées. Et ce qui est un peu inquiétant avec tout ça, je vous dirais, c'est que lorsqu'on commence des antidépresseurs, si on n'a pas la stratégie d'accompagnement pour en être sevré, bien, en fait, on peut cumuler ça pendant plusieurs années de vie, si bien que toutes ces nouvelles personnes-là qui se sont vues prescrire des antidépresseurs pourraient, si on veut, traîner leur prescription d'antidépresseurs encore plusieurs années. Donc, tout ça pourrait venir s'ajouter au lot là, de ce qu'on a vu à la diapo précédente, là, au lot assez important de personnes qui consomment des antidépresseurs.
Donc, on va se prendre les peut-être 15 dernières minutes pour voir un peu, une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des bonnes idées, puis on les a testées. Vous allez voir que je vais surtout parler de ce qu'on a appris à Lac-Mégantic parce que j'ai la chance et la malchance. Malchance de l'avoir vécu parce que la communauté a énormément souffert, mais la chance d'avoir énormément appris de qu'est-ce qui se passe sur le terrain quand toute une communauté est affectée, puis est-ce que c'est possible de s'en sortir avec des approches un petit peu plus collectives. Et je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est oui. Il faut être patient, il faut être motivé, mais oui, c'est possible. Donc, premièrement, je vous invite à avoir toujours en tête cette figure-là qui nous rappelle que lorsqu'on parle d'intervention en santé mentale, il faut y aller un peu par palier, par intensité de service, en fonction de l'intensité des besoins ou des problèmes qu'ont les gens. Donc, lorsqu'on a vraiment des problèmes très, très, très aigus et très intenses, bien sûr, on va avoir accès à des services spécialisés en santé mentale. Si on a des problèmes un petit peu plus légers, plus gérables en première ligne, évidemment, on veut s'assurer d'avoir une première ligne qui va être forte, autant en milieu clinique que communautaire. Donc, pour moi, une première ligne, c'est aussi avoir un réseau communautaire fort, avoir peut-être des gens formés en prévention, en sentinelle pour repérer des personnes en détresse rapidement ou qui ont des idées suicidaires. Donc, tout ça, c'est une première ligne qui permet de repérer précocement les gens qui souffrent et leur venir en aide rapidement avant que leur situation se détériore. Mais encore mieux que ça, et c'est là que je veux vous amener un peu aujourd'hui, c'est au 3e étage de la pyramide, le renforcement du tissu social et du soutien communautaire. Et ça, c'est capital. Si on le fait pas, on fait juste travailler sur les 2 étages les plus élevés de la pyramide, on passe un peu à côté de la chance de vraiment travailler au cœur du problème en promotion de la santé mentale, de la cohésion, du bien-être dans la communauté et dans les différents milieux de vie. Ça peut être dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les offres de loisirs municipales, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, une fois qu'on a un petit peu ça en tête, qu'est-ce qu'on a appris à Lac-Mégantic? Donc, à Lac-Mégantic, on a fait un petit peu ce que j'ai fait avec vous. Là, on a commencé par documenter les problématiques. Il y avait énormément de stress post-traumatique, abus d'alcool, anxiété, dépression, tout était là. Et sur le coup, ça a eu un effet un peu bouffe. Tu sais, c'était pas très mobilisant. Puis on s'est dit, bon, il fallait que les gens soient conscientisés au fait que tout ne va pas si bien que ça. Puis là, on parlait de même 2 ans après la pandémie, pas la pandémie, la tragédie. Et là, on a décidé de renverser un peu changer notre fusil d'épaule, de changer un peu notre posture et se dire, bon, est-ce qu'on peut s'asseoir tout le monde ensemble? Est-ce qu'on peut réfléchir tout le monde ensemble? Parce que c'est pas nous comme experts qui allons vraiment dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que la collectivité aille mieux, comment agir sur la santé mentale de tout le monde. Donc, en une journée, on s'est réunis avec des acteurs du domaine plus privé, public, la petite enfance, des élus, bon, plein de gens. Et à la fin de la journée, on avait déjà jeté les bases d'un super plan d'action pour favoriser le rétablissement de la communauté. C'est fou ce qu'on peut faire comme intelligence collective, tout le monde ensemble. Et à la fin de la journée, les gens ont dit, ben, il y a quelque chose qui nous manque, par contre, c'est que il faudra avoir une genre d'approche avec des gens dédiés dans la communauté qui font du rétablissement psychosocial. Parce que si tout le monde, on essaie de prendre ça sur le tas, ça va peut-être être un peu plus difficile. Et c'est là qu'on a plaidé pour avoir une équipe de proximité qui a été financée et qui a été implantée. Donc, je pensais pas que ça allait être aussi efficace que ça, mais 1 mois ou 2 après la fameuse journée de réflexion, on avait le financement pour mettre sur pied ma merveilleuse équipe de proximité que j'ai dirigée plusieurs années, puis je suis toujours le médecin associé à l'équipe. Donc, cette équipe-là, c'est pas un critère d'inclusion que d'être une femme, là, mais ça donne que ça a toujours été des femmes qui en ont fait partie. Il y a des organisatrices communautaires, travailleuses sociales, techniciennes en travail social. Donc, vous voyez une belle diversité de disciplines. Puis l'idée, c'est de travailler en amont des problèmes, de travailler à faire participer le citoyen, que tout le monde puisse prendre leur place, de travailler sur les forces, de mettre en valeur les forces de la communauté plutôt que juste les problèmes, de travailler en complémentarité avec ce qui existe déjà, de faire dire oui, il y a des services cliniques, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la communauté? Donc, vous voyez un petit peu une approche beaucoup sur l'empowerment, la dynamique communautaire sociale, mais toujours dans un esprit d'améliorer la santé mentale.
pourrais jamais vous résumer tout ce qu'on a fait. Ça me prendrait des heures et des heures, mais on a quand même pris la peine de le mettre sous forme du petit document que vous avez sous les yeux. Ça se Google assez facilement. Ça s'appelle des initiatives prometteuses pour mobiliser la communauté locale en contexte de rétablissement. Et ce qui est vraiment bien, c'est que là-dedans, on fait des fiches de 2-3 pages qui résument chacune de nos initiatives qui, à nos yeux, selon nos observations terrain, ont été fructueuses, donc valaient la peine. Puis on se rend compte que beaucoup d'entre elles s'appliquent aussi à d'autres crises, notamment dans le contexte de la pandémie. On s'est réinventé, on a refait plein d'initiatives qui étaient plus adaptées à ce contexte-là, qui étaient plus vraiment en lien avec la tragédie ferroviaire. Mais tant qu'à avoir une équipe sur place, on s'est dit on va faire face à cette nouvelle crise-là. Donc, si vous avez besoin de sources d'inspiration, là, il y a plusieurs éléments intéressants là-dedans. Je vais peut-être vous en donner 2 exemples quand même. Donc, le premier, le photovoix. On s'est rendu compte que tout ce qui vient chercher l'art, la culture, ça devient un canal super intéressant pour connecter les gens entre eux puis connecter les gens à leurs propres émotions. T'sais, si je vous dis on va faire une rencontre de groupe pour parler de notre vécu puis de nos émotions, ça risque de pas être si populaire ou il y a certaines personnes qui ne viendront pas. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a converti sous forme d'une activité de photographie, le photovoix, où dans le fond, les gens se réunissaient en groupe, un petit groupe de, mettons, 6 à 10. On identifiait un peu le sujet, le thème de la photographie qu'on allait avoir à prendre dans le prochain mois. Ensuite, les gens repartaient, prenaient leurs photos. Disons, on va prendre une photo sur la nature. Quels sont les éléments de la nature amégantique qui nous rendent fiers d'appartenir à cette communauté-là? À la fin du mois, les gens se retrouvent à nouveau en petits groupes. Et là, c'est là que la voix s'ajoute à la photo parce qu'ils doivent choisir parmi toutes les photos qu'ils ont prises celle, 1, 2, 3 là, qui vient davantage les chercher et expliquer pourquoi. Et là, c'est là que la magie s'opère parce qu'au bout du compte, sans qu'on leur demande de parler de leurs émotions, de leur vécu, de leur haut ou leur bas, ils le font naturellement parce que pourquoi cette photo-là m'émeut? C'est parce qu'elle est rattachée à une émotion, à une histoire, à un vécu que j'ai goût de partager. Et ce partage-là en groupe est absolument fantastique. Ça fait du bien. J'ai une citation, par exemple, d'une des participantes qui parlait que pendant les rencontres de groupe, on pouvait exprimer notre tristesse, nos émotions ouvertement parce qu'on était bien accueillis, sans critique. Au début, c'était assez émotif, mais au fil des rencontres, ce trop-plein se transformait en quelque chose de plus léger. Ça m'a fait un bien immense. Ça a fait une grande différence. Et on ne parle pas de quelque chose de très, très dispendieux ici. Un autre exemple qui est vraiment un succès été après été, on le répète, c'est la fameuse place éphémère. Donc, on avait cet espace-là public, on sentait le besoin que la communauté renoue avec cet espace-là au centre-ville qui était associé à la tragédie, au moment douloureux un peu du passé. Et la ville nous a donné accès à ce lot de terrain-là en disant « faites-en un peu ce que vous voulez ». Donc, on s'est réapproprié l'espace. Puis quand je dis « on », c'est pas tant l'équipe de proximité qu'on voulait que la communauté se réapproprie l'espace. Donc, et ça peut tellement se faire dans un milieu de travail aussi ou tout autre type de milieu de vie. Donc, c'est de rendre ça éphémère dans le sens flexible, facilement adaptable, que tout le monde peut prendre sa place puis donner une suite à son idée. Donc, vous voulez organiser un barbecue intergénérationnel, du karaoké interculturel, vous voulez faire un tournoi de frisbee ou faire tout simplement un visionnement de films en plein air, toutes ces options-là sont bonnes. Donc, l'idée, c'est qu'on rend les installations disponibles. On achète quelques matériels de base juste pour être capable c'est des chaises, des tables, un écran. Et rendu là, chaque semaine, la place se transforme. Et vous comprenez qu'ici, c'est pas juste une idée de recréer un espace de loisirs, mais c'est de recréer un espace de reconnexion, de réappropriation, de réseautage. Et pour nous, c'est un endroit formidable pour être capable de rentrer en contact avec des gens, sentir un peu plus la vibe de la communauté et évidemment repérer des gens qui iraient moins bien. Et l'aspect intergénérationnel est super intéressant. Là, on parle beaucoup de la santé des jeunes. Et les jeunes, c'est peut-être pas juste en étant entre jeunes qui peuvent être soutenus, mais aussi en bénéficiant de la sagesse et du vécu de nos personnes plus âgées. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Ce qu'en fait, on leur a demandé à nos méganticois, méganticoises, de même qu'aux gens qui habitent autour, là, dans la MRC du Granit. On leur a demandé en 2016, ça faisait déjà 1 an là, que l'équipe de proximité était à l'œuvre pour essayer de redynamiser un peu la communauté. On leur a demandé, parmi toute la liste des éléments que vous avez ici à l'écran, là, lesquels ont contribué de manière significative à améliorer votre bien-être au cours des 12 derniers mois. Et ce qui est ressorti comme étant majoritairement aidant, c'est pas le fait d'avoir
je sais pas, du soutien financier ou d'avoir accès à une consultation psychosociale ou d'avoir la fin du procès criminel ou tous les éléments très, on va dire, plus macro là, en lien avec la tragédie. Ce que les gens notaient comme étant particulièrement aidant, c'était le fait de se sentir soutenu par ses proches, le fait de vivre dans une communauté où règne un climat d'entraide, le fait de pouvoir s'impliquer dans des projets individuels ou de pouvoir participer à des événements collectifs. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce que souvent, on a l'impression que de mettre en œuvre ce genre d'événements-là, on fait ça, comme je dis, un peu plus pour le loisir ou pour la qualité de vie au sens très large, mais on le fait aussi pour la santé mentale des gens. Et je pense qu'on en a besoin plus que jamais. C'est à portée de tous et ça coûte pas trop cher. Donc, les messages que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais déjà, si on retient ceux-là, je serais bien contente. Plusieurs personnes, malheureusement au Québec, jeunes et moins jeunes, sont affectées par les différentes crises mondiales, pas seulement la pandémie, changement climatique et autres, coût de la vie, inflation et tout ça. Et les jeunes, malheureusement, il y a une convergence de toutes nos données qui montrent que les jeunes sont les plus affectés. Donc, on doit être là pour bien les soutenir. Les impacts psychosociaux qu'on vous a présentés pourraient se faire sentir des mois, voire des années. Donc, ce serait vraiment une erreur, à mon avis, que de penser que parce que la pandémie commence à ralentir, que les choses vont rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Il va falloir être très, très vigilant pour les prochains mois, prochaines années. Troisièmement, le système de santé, on l'a vu avec la pyramide, peut pas logiquement être responsable à lui seul du rétablissement psychosocial. Parce que, premièrement, il y a beaucoup trop de personnes qui souffrent en ce moment. Deuxièmement, plusieurs de ces personnes-là, même si on leur donne accès aux services, n'iront pas naturellement. Donc, il doit... Et troisièmement, parce que mieux vaut agir en prévention qu'en traitement. Donc, si on peut mettre en œuvre à la fois un soutien plus individuel, clinique, combiné à une approche communautaire ou dans les milieux de vie qui est plus de promotion-prévention, pour moi, c'est la recette gagnante. On doit justement avoir une approche préventive dans les différents milieux de vie. C'est pas juste intéressant, c'est nécessaire. Et mon dernier point, mon préféré, c'est qu'à situation extraordinaire, on doit penser à des solutions extraordinaires. Et c'est peut-être là, moi, où j'ai eu le plus de fun dans les dernières années, depuis 2013, depuis la tragédie de Mégantic, c'est qu'on a bien vu que des stratégies classiques rapidement on va connaître une limite. Donc, tu sais, moi, un photo-voix, j'ai pas appris ça sur les bancs d'école, puis l'art et la culture, j'aurais jamais pensé à ça, mais ça nous a obligés à penser à des méthodes alternatives, sortir des sentiers battus parce que la situation clairement nous demandait de le faire. Donc, l'innovation est au cœur de la résilience et du rétablissement. Et je terminerai avec cette citation-là qui dit un peu le message que j'essaie de lancer, mais de façon beaucoup plus élégante, c'est que dans notre société, on est conditionné à vouloir toujours bien faire les choses. Et oui, le désir de bien faire, c'est un puissant moteur. Personne ne va vous obstiner là-dessus. Mais celui de juste vouloir faire du bien, c'est un moteur qui est encore plus puissant. Donc, de juste se mettre dans une posture d'accompagner, de penser à nos faits et gestes, de voir comment on peut aider à juste faire du bien, c'est probablement comme ça qu'on aura le plus grand impact au niveau de la santé mentale et du bien-être de notre population québécoise. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la présentation et je vais laisser notre collègue Caroline reprendre le lead là-dessus. Merci, docteur Généreux. Quelle présentation formidable. Je pense qu'avec de tels sujets, il n'y a pas personne qui peut rester insensible. Puis je suis certaine, là, on va passer aux questions. Là. Moi, j'en aurais personnellement plusieurs. Je vais laisser place à l'audience. Alors, un petit rappel à l'audience, si vous désirez soumettre des questions, veuillez nous les acheminer via le menu questions-réponses à droite de votre écran. Et encore, ne pas utiliser le chat parce qu'on ne pourra pas voir vos questions. Et quand je disais que les gens auraient des questions, il y en a déjà qui sont apparues et ce n'est pas des questions préparées. Par rapport à la santé psychologique, je pense que les gens ont posé des questions pendant votre présentation. Alors, par rapport à la santé psychologique selon l'âge, est-ce un facteur de notre génération ou bien si on se place 10, 20 ou 30 ans en arrière, les ratios en fonction de l'âge auraient été similaires? Excellent point. Je me le demande souvent. Peut-être un premier élément de réponse, c'est que on a une enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, EQS-JS, qui a été mesurée en 2010-2011 et en 2016-2017. Donc, j'ai pas d'autres mesures depuis ce temps-là, mais déjà en 2011 et 2017, on voyait au Québec une détérioration au niveau de l'anxiété, dépression, TDAH, troubles alimentaires. Donc, je me rappelle parce que quand on a eu les données, c'était un petit peu sur le tard, peut-être 1 an ou 2 après la conduite de l'enquête.
Donc, on était rendu à 2018-2019 et déjà là, je me rappelle que comme directrice de santé publique, je disais, mon Dieu, faut rencontrer les écoles, faut faire quelque chose. Ça peut pas continuer à monter en flèche comme ça. Donc, effectivement, avant même la pandémie, il y avait un enjeu de stress, d'anxiété qui était très palpable, mais aussi de dépression chez nos jeunes. Probablement en lien, en fait, moi, j'ai fait des groupes de discussion. J'ai rencontré des jeunes de plusieurs écoles secondaires pour leur demander comment vous l'expliquez. Puis les réseaux sociaux, les changements climatiques, des gens nous en parlaient, la performance, le fait d'être un peu mis au fait à travers justement les technologies d'information, à quel point tout le monde a de l'air d'avoir du succès. Tu sais, ils sont beaux, sont fins, ils ont plein d'amis, ils ont toujours des bonnes notes, ils s'en vont tous dans des belles universités. Donc, il y avait l'impression de subir une pression énorme pour réussir plutôt que d'être d'agir en fonction de ce qui leur plaît vraiment. Il faut être bon dans le sport aujourd'hui, juste bon à l'école, c'est pas assez. Bon, vous voyez un petit peu. Donc non, moi, je suis pas surprise. C'est cet effet-là, un peu, je sais pas si c'est un effet de génération ou en tout cas un effet de contexte de vie qui est quand même assez différent de celui qu'on avait quand on était plus jeune. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je pense que ça expliquerait. Et à ça, vous rajoutez l'effet de la pandémie avec toutes les pertes que les jeunes ont vécues, perte de sens, perte de contacts sociaux, perte d'accès à l'école ou à leur travail là, pour voir des gens, puis continuer à apprendre, à avoir plus de facilité à se préparer pour leur futur. Donc, ça a été perte de temps, perte de 2 années avec un certain deuil qui vient avec ça. Donc, je pense que si on met tout ça ensemble, c'est plus ou moins étonnant de voir l'état des lieux en ce moment. Oui, vraiment. C'est perturbant de temps à autre. Il y a une autre question encore tout à fait reliée aux jeunes. Est-ce que le fait qu'on répète aux jeunes qu'ils ont des droits individuels plus que de devoir influencer la vision du futur, il y a peut-être, puisque la collectivité passe en deuxième plan, là, je ne sais pas trop s'il y a peut-être une erreur dans la phrase, mais est-ce que le fait qu'on répète aux jeunes qu'ils ont des droits individuels peut influencer leur vision du futur et comment le reste des gens passe en deuxième plan? Bien, cet équilibre-là, un peu l'individualisme versus le sens de la collectivité, là, j'imagine que c'est un peu vers ça qu'on va aller. Tu sais, en même temps, moi, je suis absolument convaincue que la solution passe par un plus grand sentiment d'appartenance à leur collectivité. Puis, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir aux jeunes? Je me dis, surtout depuis 2 ans, on a tout enlevé ce qui pouvait essayer de renforcer leur sens de la collectivité. T'sais, nous, comme adultes, qui a plus de recul, c'est pas parce que pendant 2 ans, je me suis moins impliquée dans ma communauté, que j'ai moins vu mes voisins, puis que je suis pas allée tant que ça physiquement à mon travail, que j'ai perdu ce sens-là parce qu'il était déjà développé avant. Mais un jeune, tu sais, je veux dire, on leur a demandé d'être devant leur écran, puis de faire leur socialisation devant l'écran, de faire l'école devant l'écran, puis tout ça amène, veut pas, à développer beaucoup leur sens de l'individualité. Puis, sur le coup, ça peut peut-être être réconfortant, mais je pense pas qu'au long terme, pour s'en sortir, puis sentir bien, puis avoir espoir que les choses peuvent bien aller, évidemment, il faut se réouvrir un peu plus à la collectivité. Mais comme je dis, je le dis, mais je pense pas que c'est tant leur faute. C'est un peu ce que le commentaire disait d'ailleurs. Tu sais, vous avez aussi vos droits, mais en tout cas, je pense que de rééquilibrer vers un peu plus de sentiment d'appartenance à la collectivité, puis qu'on leur laisse une place aussi, ce serait certainement un pas dans la bonne direction. Oui. Une autre question, et je vais passer à la troisième. Pourrions-nous intervenir, parce que c'est tout à fait pertinent dans le sujet qu'on est présentement, pourrions-nous intervenir dans les écoles avec des formations de base sur la psychologie? Puis si on peut peut-être remonter l'écran où on voit la question, oui, un peu plus bas. Est-ce qu'on peut plus bas? Merci, parce que je trouvais que le sujet était pertinent. Donc, pourrions-nous intervenir dans les écoles avec des formations de base sur la psychologie? On dirait que nos jeunes sont plus en détresse par manque de notions. Je sais pas si vous avez... Je me demande que dans les écoles, on se voit jouer un rôle plus grand en promotion de la santé mentale, définitivement, mais un peu pour faire allusion aux autres commentaires avant, si on met plus l'accent sur voici les symptômes que tu pourrais ressentir, puis voici comment tu pourrais te sentir. J'ai l'impression que nos jeunes sont assez au courant là, de comment ils peuvent se sentir, puis ils sont très à l'aise là, à le dire, tu sais, qu'ils sont plus anxieux ou dépressifs. Mais je veux dire, en tout cas, du moins dans notre enquête, là, ils ne sont pas gênés du tout. J'espère qu'ils étaient à l'aise et qu'on n'a pas manqué un autre 20 parce que c'est déjà des niveaux très, très élevés. Mais j'ai vraiment plus l'impression qu'il faut mettre sur pied un environnement
qui est plus bienveillant. Tu sais, je parlais de faire le bien. Tu sais, la bienveillance, là, c'est aussi que le professeur, par exemple, je veux vraiment pas mettre tout le poids sur le professeur, le coach, tout le monde a un rôle à jouer. Si on a des deadlines très serrés avec des exigences très stressantes de performance pour remettre un devoir ou des examens, puis que là, les jeunes vivent beaucoup de stress, ben c'est correct. Peut-être que sur le plan pédagogique, c'est excellent, mais peut-être qu'en contrepartie, on génère d'autres types de problématiques plus au niveau de la santé mentale. Fait que, ce que je veux dire, c'est que la bienveillance, c'est un état d'esprit où est-ce que la façon qu'on aménage nos locaux, d'avoir un chill room pour les jeunes, de penser à ce qu'il y a du temps pour peut-être relaxer ou ce que je veux dire, je veux pas qu'on les prenne trop par la main non plus, mais je pense que de penser à avoir un climat bienveillant autant au niveau du contexte social que comment on aménage des lieux, quel type d'activité on offre, à mon avis, ça aura un impact encore plus intéressant que de simplement y aller par de la formation. Oui, effectivement. Il faut gérer les attentes. Avec une autre question aussi, on fait le lien ici avec le milieu de l'assurance collective, avec les données des jeunes. Doit-on s'attendre, et là, en tout cas, je la lance pareil, docteur Généreux, avec les données des jeunes, doit-on s'attendre à une forte augmentation des invalidités lors de l'arrivée de ces jeunes en milieu de travail? Bien, c'est sûr que c'est difficile à répondre, c'est purement hypothétique, mais ça m'inquiète quand même, ça m'inquiète beaucoup parce que justement, tu sais, en fait, on va se le dire, là, ce qui se passe, c'est que on n'en a pas tant d'approche tant collective. Tu sais, en ce moment, ben, puis aussi parce que c'est pas juste les jeunes, là, tout le monde a été un peu bouleversé. Puis bon, mais c'est le temps là, qu'on retisse quelque chose, puis qu'on mette le paquet, puis qu'on le priorise, parce que en ce moment, tout ce qu'on a été capable de faire, c'est éteindre des feux. Le jeune va vraiment pas bien, il finit par avoir des propos suicidaires, tout ça. Bon, on va partir des antidépresseurs. Tu sais, c'est à peu près la seule chose à court terme. Pas tant de soutien parce que tout le monde est loadé, il y a du temps d'attente partout. Puis là, oups, on le met sous antidépresseurs sans vraiment régler à la racine un petit peu la source de. Là, comme on voit de plus en plus de gens traités, mais sans qu'on ait vraiment réglé, moi, ça m'inquiète parce qu'il va falloir, vous comprenez, c'est pas, je suis pas contre les antidépresseurs, là, je suis moi-même médecin, c'est pas ça, mais tout ne passe pas par des antidépresseurs. Ça, c'est juste pour pallier ou pour aider, mais en plus de ce qu'on doit faire à la base. Donc, je suis vraiment préoccupée. Ça va vraiment dépendre de quel choix de société on fait dans les prochaines années. Est-ce qu'on décide de mettre le paquet pour la qualité de vie, le bien-être, puis on essaie de donner les leviers pour que les jeunes puissent régler, à s'attaquer au problème à la racine ou pas? Mais sinon, oui, je pense que antidépresseurs, c'est une première étape, puis éventuellement ensuite, la difficulté de maintenir l'emploi ou de rester en forme suffisamment pour être capable de faire des semaines complètes et tout ça, ça se peut effectivement que ce soit un autre enjeu. Subir les pressions des milieux de travail, c'est quelque chose auquel il va falloir préparer nos jeunes. Il y avait des questions plus bas aussi que j'aimerais voir, si vous pouvez descendre un peu. Il y en a une ici. Ça me paraît étrange que les aînés soient si peu affectés pendant la pandémie. Comment ça s'explique? Oui, en fait, c'est ça, c'est que cette enquête-là, c'est des panels web. Donc, comme je disais tantôt, des panels web, c'est la firme Léger, là, qui a déjà à peu près 400 000 adultes un peu partout au Québec pré-recrutés. Et on demande, là, mettons que moi, je disais à la firme Léger, je veux que tu m'interroges 10 000 personnes au Québec, puis évidemment, je veux qu'il soit le plus représentatif de la population. Donc, tout est super bien fait. Mais ceci étant dit, une personne âgée qui est un peu plus en contexte de vulnérabilité, tu sais, on peut peut-être pas, je parle pas de 65 ans, mais tu sais, vous voyez un peu ou des gens, tu sais, très malades, pas très à l'aise avec Internet, qui ont peut-être même pas Internet ou tu sais que les ordinateurs, ils seront pas sur des panels web, ces gens-là. Les gens en CHSLD probablement sont pas candidats à répondre à ça. Donc, c'est sûr que quand on regarde pour les monsieur, madame, tout le monde qui vivent en communauté puis qui seraient candidats à être sur des panels web, oui, je suis assez confiante de vous dire que nos aînés, 65 ans ou plus, de cette catégorie-là de personnes sont beaucoup moins affectés. Ce qui fait du sens. On est à la retraite, on a un pas mal plus long bagage de vie aussi pour être capable de relativiser tous les bouleversements qui ont été accompagnés de la pandémie. Tu sais, on a entendu, moi j'ai vécu la guerre, tu sais, c'est une crise, mais c'est pas la seule. Bon, il était capable de plus relativiser, donner un certain sens à ça. Et avec la retraite, peut-être moins de
tu sais, d'ajustement des enfants, puis de l'école, puis du travail, télétravail, tu sais, tout ce que les parents vont vous dire qu'ils ont vécu dans les 2 dernières années. Mais par contre, évidemment, on peut pas passer sous silence le fait qu'il y a une autre catégorie d'aînés qui sont beaucoup plus isolés, très peu de réseau social, avec des conditions chroniques, qui ont eu énormément peur du virus, puis qui sont encore plus déconditionnés, si on veut, là, tu sais, qui encore aujourd'hui ne sortent pas de chez eux, ont comme perdu un peu leur réflexe de bouger, de sortir, de voir des gens. Ça m'inquiète énormément, mais je ne pense pas que ces gens-là sont bien représentés dans notre enquête. OK. On voit aussi beaucoup de solutions là, qui sortent pour aider les personnes aînées justement à sociabiliser, là, des outils qui sont plus simples à utiliser et qui vont leur permettre de socialiser plus aisément. Donc, je pense que c'est une bonne réponse à un besoin criant. Il y a une question sur si on a noté une hausse de cas de suicide pendant la pandémie. Est-ce qu'on a accès à cette information-là? Mais c'est ça, on voyait qu'il y a eu une hausse des idées suicidaires sérieuses. Ça, c'est sans contredit. On le savait pas. Moi, j'avais assez peur que ça se mette à monter, mais jusqu'à présent, les données ne nous permettent pas de dire qu'il y a une hausse. Moi, je vous dirais, puis c'est encore une fois dans le champ des hypothèses, mais qu'il va falloir suivre ça de près maintenant. C'est dans le sens que il y avait tellement de bouleversements, tellement de... Tout le monde est un peu sous le choc, on ne savait pas trop. Tu sais, il y a comme cette phase-là que tu es un peu figé, puis tu es en stand-by, puis incertain, tout ça. Ça peut être très difficile sur le plan émotionnel et tout ça, mais est-ce qu'une fois que là, la vie reprend son cours, puis que là, quelqu'un qui a été quand même assez poqué, assez affecté, puis qui commence à voir que là, les gens reprennent un peu l'horaire d'aller, puis moi, ben je l'ai plus, cette énergie-là, puis là, je prends encore plus conscience de mon écart par rapport aux autres, tu sais, puis d'à quel point j'ai des séquelles. Moi, j'ai quand même cette préoccupation-là qu'on le sente peut-être dans les prochains mois d'une hausse du suicide, un peu comme ce qu'on voit à chaque année au printemps. Il y a une hausse des cas de suicide, c'est comme la saison. Un peu ça. Là, les gens sortent de leur tanière, tout le monde retrouve une énergie, une belle humeur. Puis là, nous, je pense que c'est là qu'on voit que ça va pas si bien. Donc, bref, en quelques mots, suivons ça de très près parce que les idées, elles sont présentes. Et tant mieux s'il n'y a pas eu de hausse, mais je pense pas qu'on peut crier victoire tout de suite. Ouais, c'est comme une période de réadaptation. Ouais. Outre la santé mentale, parce que c'est vrai, on a parlé beaucoup de la santé mentale pendant la pandémie. Est-ce qu'on a noté d'autres impacts collatéraux? Oui, vraiment. Ben, en fait, la consommation d'alcool, on l'a un petit peu regardé. Cannabis, ça n'a pas été super. En tout cas, dans nos sondages, là, c'est sûr que, on ne pose pas des questions sur la consommation de drogue plus dure, cocaïne, des choses comme ça. Là. Cannabis, ça a pas, ça a légèrement augmenté, mais pas tant que ça. L'alcool, quand même, un petit peu, mais rien de hausse aussi drastique que ce qu'on a pu voir au niveau de la santé plus psychologique. Par contre, il y a la violence conjugale qui, là, on commence à sortir un peu plus ces données-là et on a quand même des bonnes évidences comme quoi, je peux vous donner une statistique, là, c'est toujours selon les mêmes enquêtes, une femme sur 6 au Québec en octobre 2021 nous rapportait un indice de violence conjugale. Donc, soit des comportements violents, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique ou verbal, des comportements récurrents là, de la part de son conjoint ou sa conjointe. Donc, quand même, 1 sur 6, c'est beaucoup. Et on a encore une fois pas tant de données pré-pandémie, mais pour les quelques données qu'on a, là, tout porte à croire que c'est quand même en hausse en contexte de pandémie. Oui, c'est énorme, 1 sur 6. Je ne sais pas si on a d'autres questions, mais la dernière que je vois ici, les données sur l'éco-anxiété. On dit que c'est inquiétant, effectivement. Comment on peut faire face à ce phénomène qui se répand de plus en plus? Ben en fait, c'est ça. L'éco-anxiété, on commence aussi à, c'est pas des données publiées, mais on voit que d'avoir aucune éco-anxiété, c'est peut-être pas si bon que ça non plus, là, parce que aucune tu sais, les 10 manifestations que je vous ai montrées tantôt, si vous dites j'ai jamais ressenti ça dans les 2 dernières semaines, 0 open bar, ben c'est soit une forme de déni ou de peut-être vraiment pas assez conscientisé, si on veut, et c'est certainement pas ce qu'on souhaite parce qu'il faut quand même une certaine dose de conscience pour dire il faut passer à l'action. Vous voyez, parce que oui,
on se mettra pas la tête dans le sable. Si ça va pas bien sur la planète, il faut agir, il faut se brasser un peu la cage. Mais tout est une question d'équilibre. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut mieux communiquer les changements climatiques, pour pas juste dire, mon Dieu, c'est la catastrophe, ça va mal, notre planète sera pas viable. Là. Ça, c'est peut-être un peu paralysant, mais dire, il y a des gros défis qui nous attendent, c'est urgent qu'on agisse, et un peu d'éco-anxiété, ce sera certainement bon pour nous mobiliser. Donc, bref, ça pour dire que pour les jeunes, pour éviter qu'ils basculent dans le trop d'éco-anxiété qui m'empêche de réfléchir, de dormir et tout ça, faut leur donner des solutions. Faut leur donner, encore une fois, des espaces où ils peuvent s'impliquer, prendre leur place. As-tu des idées? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'école ou dans le milieu de travail, pour sentir que nous aussi, on adresse cet enjeu-là des changements climatiques puis qu'on fait notre part. Puis ça peut vraiment avoir un effet apaisant. Et je reviens un peu sur le vouloir bien faire les choses versus juste faire du bien. De faire du bien, c'est de donner l'espace aux autres pour qu'ils puissent un peu sentir qu'ils ont un contrôle, qu'ils se sentent moins impuissants puis qu'ils peuvent prendre leur place. Hey, un gros merci. Notre temps s'écoule et il y a d'autres questions. Je ne pourrais pas les prendre, malheureusement, mais vous avez définitivement piqué l'intérêt. Intéressante conversation aujourd'hui. Merci, Dr. Généreux. Très apprécié.